Est-ce que là, ça va mieux? Là, normalement, ça devrait être bon. Euh, ouais, est-ce que vous pouvez me confirmer? Ouais, c'est bon, ok, génial. Bon, alors du coup, je vais faire un long story short de ce que je viens de dire, où il n'y avait pas le son. Donc ouais, donc là, on va faire juste un espèce de récap de tout le chapitre pour bien comprendre la structure du chapitre, savoir bien voir ce qu'il faut savoir faire et ce que là où potentiellement vous avez des difficultés. Puis une fois qu'on a bien identifié chaque partie, bah, c'est beaucoup plus facile de traiter un exo complet parce qu'on va reconnaître les différentes parties et on va voir qu'en fait c'est un chapitre relativement facile. On le verra ensuite à travers deux annales, une première sous forme de problème. Donc le problème, c'est assez classique avec les équadifs, parce que du coup, les équadifs, c'est des outils pour modéliser des situations aussi, et donc on va modéliser des situations particulières, on verra là. Donc les équadifs sont un peu plus faciles dans les problèmes, et on verra un exo, disons, plus théorique, où il n'y a pas vraiment de contexte, qui sera plus spécifique sur juste savoir résoudre les équations différentielles. Donc voilà, puis sur la fin, on fera quelques calculs de primitives. On essaiera de revoir les différents types de primitives qu'on a et on essayera de voir ce que ça donne, comment on peut faire pour calculer des primitives. Et ben du coup c'est parti, on va commencer avec du coup un petit récap de cours. Donc vraiment les équadifs dans notre cadre à nous. Donc une équation différentielle, c'est quoi? C'est juste une équation, donc c'est-à-dire un truc égale un autre. Ok, c'est une équation avec un égal. Ou l'inconnu, donc la lettre qu'on ne connaît pas, c'est une fonction. Et les équations différentielles, elles vont en particulier mettre en relation une fonction avec ses dérivées successives. Alors, nous, dans notre cadre du lycée, on va considérer seulement les équations différentielles de ce type-là. Alors, ce type-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez, qu'il n'y a que une dérivée et la fonction. Ici, le y, c'est la fonction inconnue. Okay, y, c'est la fonction inconnue. Le a ici, bah, c'est juste un réel quelconque, c'est une constante. Et le f, on le verra, ça peut prendre plusieurs valeurs. On va le détailler juste après. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche une fonction qu'on peut appeler y. Si on la dérive, elle sera égale à un nombre fois elle-même plus quelque chose. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle des équations différentielles de premier ordre, c'est-à-dire qu'il y a seulement la dérivée première. Il y a seulement y', pas de y seconde, y dérivé 3 fois, etc. C'est ça le premier ordre. On verra aussi seulement des équations différentielles linéaires, c'est-à-dire pas de carré, pas de puissance, okay, sur les inconnus. Linéaire, c'est en mode ligne, comme fonction linéaire. Fonction linéaire, c'est sans puissance, c'est quand on a x tout seul, puissance 1. Ok? Et du coup, on n'aura que des équations différentielles où les coefficients sont constants. Alors, les coefficients, c'est quoi? C'est ce qu'il y a devant l'inconnu. Donc, il peut y en avoir aussi ici. Là, il pourrait y avoir un b là. Ok? Bon, on verra qu'on isolera pour se ramener dans cette forme. Mais voilà, les coefficients sont constants. Il existe des équadifs où, à la place d'une constante, ici, on peut avoir une fonction. Bon, ce ne sera pas notre cas. Voilà en gros la structure de nous, ce qui nous concerne. Okay, alors, à partir de là, de cette équation différentielle-là, donc il n'y en a qu'une seule en fait. C'est juste qu'on va étudier des cas particuliers. Mais au final, il n'y en a qu'une seule d'équadif qu'on regarde, et c'est celle-ci. Y', donc une fonction si on la dérive, qui est égale à quelque chose fois elle-même, plus autre chose.
Alors, il peut y avoir plusieurs cas. Bah, premièrement, le cas le plus simple, c'est si jamais le plus quelque chose là, bah, c'est plus 0. Si f vaut 0 là, bah, du coup, je me retrouve avec y' égale ay plus 0. Donc, je ne note pas. Et il se trouve que la solution de ça, bah, elle est toute simple. Hop, je vais l'appeler S. Moi, les solutions, je vais les appeler S de X, mais vous pouvez les appeler comme vous voulez. Attention à ne pas les appeler F, ou attention quand vous choisissez vos lettres de fonction, parce que bon, F peut être utilisé ailleurs. Donc, il faut juste être prudent de regarder le reste de l'énoncé, que la lettre que vous choisissez n'est pas utilisée ailleurs. En général, le S est toujours libre. Donc moi, j'ai pour habitude de les appeler S de X, et donc c'est une constante fois exponentielle de A, où le A c'est celui-ci, X. Donc C là, il faut bien préciser que c'est une constante. Ok? Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça se démontre, hein, ça sort pas de nulle part ce truc vert. C'est juste que si vous essayez de prendre cette fonction-là, S, vous la dérivez et vous allez obtenir qu'elle est égale à A fois elle-même. Peu importe la valeur de A ici. Si je mets A égale 3, j'aurai qu'elle est égale à 3 fois elle-même, cette dérivée. Ok? Donc voilà, il faut juste connaître la formule et l'appliquer tout de suite. C'est nul, en fait. Je veux dire, il n'y a rien à faire là. Vous voyez, c'est vraiment... Il faut connaître cette formule. Et vraiment, elle est facile à retenir parce qu'elle va revenir dans les autres cas que je vais développer après. Alors, je continue. Donc là, on avait le f qui vaut 0. Mais on peut considérer des cas où le f, il est égal à une constante. Donc un réel, disons. Ok? Dans ces cas-là, l'équation, elle devient quoi? Si le f, il vaut b, où b, c'est une constante, ça donne ay plus b. Voilà. Et il se trouve que la solution de ça, pareil, elle est relativement simple. Et elle ressemble en plus très fortement à celle de gauche. C'est normal, hein? On le verra un peu après. Donc c'est la solution de l'équation homogène, donc celle-ci qu'on va dire homogène, sans second membre. Donc vous voyez, c'est la même chose. Donc facile à retenir. Il faut juste enlever moins b sur a. Où le b et le a ici, c'est celui-ci et celui-ci. C'est-à-dire que vous aurez un exemple, vous aurez 3y plus 4 par exemple. La solution, ce sera c exponentielle 3x moins 4 sur 3. Et voilà. Et c'est tout bidon en fait. Ça se fait assez bien. C'est vraiment, ici, cette partie-là en tout cas, elle est vraiment facile. Il faut juste connaître la formule et en vrai, ça va. Donc on y reviendra plus tard, mais en gros, à chaque fois, ça s'écrit comme une solution, enfin la solution générale de l'équation qu'on regarde, c'est égal à quoi? À la solution de l'équation avec f égale 0. On appelle ça une équation homogène ou sans second membre, plus une solution particulière. Bon, ok, pas de problème. Ici, moins b sur a, c'est une solution particulière. Si on veut le tester, on pose g de x égale moins b sur a et on vérifie que ça marche quand on la dérive, que c'est bien égal à a fois elle-même plus b, ce qui est le cas. Je vous laisse vérifier, mais là, ce n'est pas le propos de redémontrer les résultats, c'est juste de faire une synthèse de ces résultats. Donc, je passe là-dessus. Et enfin, le dernier cas qui reste, c'est le cas générique. Donc, si f, c'est une fonction dérivable sur l'intervalle qu'on considère. Hein. Là, je fais ça de manière très générique. Voilà, c'est sur un intervalle i qui serait défini dans l'exercice, etc. Et du coup, là, notre équation, elle reste telle qu'on l'a vu là-haut. On va l'écrire comme ça. C'est juste que cette fois, le f, c'est une fonction. Et du coup, dans ce cas-là, la solution, ça va être pareil que celle juste à gauche. Ça va être la solution de l'équation homogène, encore une fois. Donc celle-là, elle revient partout. Elle y sera tout le temps. On vous la fera calculer tout le temps. Donc facile. Plus, en général, on l'appellera G, où G ici, ce que je vous disais juste à l'instant, c'est une solution particulière. Solution particulière qu'on vous donnera. Ces exos-là, ils sont guidés. Donc cette solution particulière, elle est donnée dans l'énoncé
Alors, ça se retrouve, hein. C'est pas au programme. On peut retrouver cette solution particulière par une technique qui s'appelle la méthode de la variation de la constante. Bon, je rentre pas dans le détail. Si vous voulez aller voir sur le site de Math United, vous pouvez aller voir dans le chapitre Equadif, à la toute fin du chapitre, ça explique en particulier comment on fait pour trouver G de X. Mais nous, dans notre cadre, dans le cadre pur bac, on nous la donne. Donc, il faudra juste tester, on reviendra juste après. Donc, voilà, finalement, tout le chapitre se maintient sur ça. Alors, on pourrait se questionner, là, si je reprends ça, j'ai pris des valeurs différentes pour f. A, j'ai dit que c'était n'importe quel nombre, mais on pourrait s'interroger, qu'est-ce qui se passe si le A vaut 0? Donc là, à chaque fois, j'ai pris A comme un nombre quelconque. Mais s'il vaut 0, tout ça disparaît. Et du coup, ça donnerait quoi? Ben, on peut tester. Si le petit a vaut 0, le cas du haut là, ben, mon y' égale ay devient y' égale 0. Et quelle fonction, quand la dérive est égale à 0, ben, n'importe quelle fonction constante. Ok? Si je la dérive, ça donne bien 0. Ensuite, le cas du milieu, c'était quand on avait y' égale ay plus b. Donc, encore une fois, si le a vaut 0, il me reste y' égale b. Et enfin, je le fais tout d'un coup, le cas de droite où j'avais l'équation complète. Mais encore une fois, si le a vaut 0, ça s'en va. Il me reste y' égale f. Et donc, dans ces cas-là, c'est des solutions relativement simples. En fait, ça revient à quoi? Ça revient à calculer des primitives. Ok? Donc ça, là, y' égale à une constante ou à une fonction, ben pour trouver y, ça revient à calculer une primitive. Donc ça, on y verra sur la fin. C'est pour ça qu'en fait, il y a un lien fort entre primitive et équadif. Il est là, le lien, finalement. Voilà, et donc, bon, bah là, je peux quand même vous donner les solutions. Hein. Voilà, les primitives. Donc, pour y' égale f, bah, tout dépend la primitive, hein, mais du coup, on pourrait écrire que la solution S de x est la primitive. Ok? Et ici, la solution S de x, c'est égal à la primitive d'une constante plus la constante. Ok? K, c'est une constante. On reviendra sur les primitives juste après. C'est juste pour être complet sur le sujet. Alors, à tout ça, ce qu'il faut... Donc là, voilà, je vous ai défini les trois types d'équadifs, sachant qu'il n'y en a qu'une seule finalement, je vous ai dit. Il y en a plein d'autres différentes, j'y reviendrai. Mais voilà, il y en a une seule finalement, considérez qu'il y en a une seule, et on prend des valeurs particulières pour f. Okay? Et c'est les trois cas orange qu'on aura à traiter. Sachant que si c'est les deux premiers, il faut juste sortir la formule. Le troisième, on fera un détail sur ça, il faut le démontrer. Donc, il faut juste faire une petite manip, mais c'est moins compliqué que ça en a l'air. Et voilà quelques cas particuliers que finalement on ne verra pas trop, sauf dans le calcul de primitives, mais du coup on parle moins d'équations différentielles dans ce cas-là, on parle directement de calcul de primitives. On ne parle pas vraiment de résoudre une équation différentielle. Voilà, à tout ça, une fois qu'on a trouvé notre S de x, donc dans n'importe lequel des cas, ben, vous voyez que là, à chaque fois, il y a une lettre qui n'est pas définie. Le A, le B, à chaque fois, on les connaît, hein, ça fait partie de l'exercice, c'est donné dans l'énoncé, ça dépend de la modélisation qu'on a. Mais ce qu'on ne nous donne pas, c'est le C. Le C, il est partout. Et en fait, ce C-là, on va pouvoir le déterminer. Donc, il y a finalement une infinité de solutions. Et on va pouvoir déterminer C en fonction d'une caractéristique précise d'une fonction qu'on observe. Donc, on verra dans le problème, ça a plus de sens. On appelle ça une condition initiale. Donc, c'est mieux compréhensible dans le cadre d'un problème. Mais on peut imaginer rapidement que la condition initiale, c'est l'état de la situation au début de l'expérience. Donc souvent, ça dépend du temps. Donc on va regarder à t égale 0 au départ de l'expérience. C'est pour ça qu'on parle de condition initiale.
Ok? Donc là, on verra comment on fait, mais il y aura, de toute façon, à ce moment-là, une condition initiale, ok, en question supplémentaire, condition initiale donnée, donc ce sera f de quelque chose égale quelque chose. Ok? Où C et D, c'est des réels donnés. Ok? Donc des réels, voilà, s'ils sont deux, on peut dire R carré. Bon, on s'en fout, c'est des réels. C'est des réels donnés dans l'énoncé. Ok? La condition initiale, elle est tout le temps donnée, en fait. Parce que bah, nous, on ne peut pas la connaître, en fait, sauf si c'est notre problème à nous, mais sinon, la condition initiale, ça dépend du problème qui nous donne à traiter, donné dans l'énoncé, du coup. Ok, il faudra juste résoudre cette équation, et la seule inconnue qu'on aura, ce sera le grand C. Alors, c'est pas une bonne idée de mettre C, d'ailleurs, je vais plutôt mettre MP, parce que C, ça peut porter à confusion. Voilà, ça, ce sera la même façon de faire, peu importe quel S vous avez, dans tous les cas que je vous ai montré, à chaque fois, il faudra remplacer le X par la valeur ici qu'on nous donne, M, et résoudre l'équation égale à P. Donc P, c'est un autre chiffre. Ok, super, bah là, on a quasiment tout. Il nous manque une dernière petite partie, mais ça, finalement, c'est un peu plus à part, disons. C'est les équations différentielles qui ne sont pas de ce type-là. Donc, qui ne sont soit pas du premier ordre, c'est-à-dire qu'il y a une dérivée seconde, qui ne sont pas linéaires, il y a l'inconnu au carré, que les coefficients ne sont pas constants, donc ça peut être des fonctions à la place du a. Ça peut arriver, mais les questions vont être très limitées, ou l'exercice sera amplement guidé. Ok? Alors, quel type on peut avoir? Donc, ce qu'on peut trouver dans des annales, je vous en montrerai une, on la fera pas, mais ce sera de ce type-là. Un truc comme ça. Donc, c'est comme la nôtre de départ, y' égale à y plus f, mais pas vraiment, on a encore du y, donc c'est encore la même fonction que là et là, mais cette fois, elle est au carré. Donc là, on est plus linéaire, là. Là, on dit qu'on est quadratique du carré. Donc, là, on ne peut pas exiger que vous connaissiez la solution. On va vous guider pour le faire. Okay? Donc, en général, ça vient en introduisant une fonction inverse. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais on vous dira de le faire. Montrer que si H est solution, alors G est solution d'une autre, blabla. Je vous montrerai une annale où c'est le cas. Et voilà, mais ce n'est pas un sujet classique, donc on va le laisser un peu pour le moment. Une autre équation qu'on pourrait vous donner, c'est ce type-là, ce truc-là. Donc là, on a une dérivée seconde, donc là, c'est plus du premier ordre. Là, c'est du deuxième ordre, du second ordre. Okay, parce qu'il y a une dérivée seconde. Et donc là, c'est typiquement les fonctions trigo. En l'occurrence, ici, c'est cosinus. Parce que cosinus, quand on la dérive, ça donne moins sinus. Et sinus, quand on le dérive, ça donne cosinus. Donc quand on dérive deux fois le cos, on va retomber sur moins cos. Moins cos plus cos, ça fait bien 0. Bref. En gros, dans ce genre de choses, on vous dirait, montrez que c'est solution. Donc on vous donne déjà la solution. Et il suffit de remplacer dans l'équation pour vérifier que ça marche. Ok? Donc ce genre d'équations différentielles peuvent apparaître, mais du coup, elles seront soit très guidées comme dans ce cas-là, soit c'est type affirmation vrai-faux, vous savez, ce genre de truc, ou QCM. Affirmation, ce serait typiquement la fonction f de x égale cos x est-elle solution de cette équation? Ou est solution de cette équation? Vrai ou faux? Voilà, faut vérifier que ça marche. Et voilà, mais on vous la donne du coup. Voilà, et là du coup sur ces deux pages, on a l'ensemble du chapitre. Donc le gros c'est sur la première page, bien sûr. On a cette équation là qui va revenir extrêmement souvent. Avec f égale 0, c'est sûr. Et soit f égale une constante, ce cas-là, ce sera le cas du problème qu'on va voir, ou f c'est vraiment une fonction, et dans ces cas-là,
c'est des exos un peu plus théoriques. Voilà, bah, en gros, tout est là. Tout ce qu'il y a à savoir est là. Donc, normalement, ça devrait relativement bien se passer. Alors, je vous mentionne juste vite fait, ça, sur le site, sur les exos type savoir-faire, ça correspond à ce que j'appelle le savoir-faire 2, celui-ci au savoir-faire 3. Montrer que c'est une solution particulière, ça, c'est le savoir-faire 1. Et résoudre tout ça, c'est le savoir-faire 4. Ok? Donc en fait, c'est ça les différentes choses à savoir faire. Vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle. Donc on la dérive et on vérifie qu'on obtient bien l'autre partie de l'égalité. Ok? Savoir-faire 1, c'est résoudre les équations homogènes avec f égale 0. Savoir-faire 3 quand f égale constante. Et savoir-faire 4 quand f est une fonction. Ok? Donc voilà le contexte général. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir du coup attaquer des exos type bac pour que vous voyez à peu près le niveau d'exigence. N'hésitez pas, pareil, hein, si vous avez des questions là, s'il y a un truc qui vous paraît pas clair, si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, si un de vos profs vous a parlé d'une notion que je n'ai pas mentionnée, et sinon, là j'ai déjà préparé les annales et c'est celle-ci qu'on va regarder. Alors là, celle que je vous propose, c'est l'annale du sujet 0 de 2021, c'est-à-dire quand ils ont changé le bac. Voilà, à chaque fois, ils envoient un sujet 0 quand un examen national est modifié, le programme, etc. Ils envoient un sujet 0 pour qu'on ait une idée de quels sont les attendus avec cette nouvelle épreuve, disons, avec les modifications qui ont été apportées. Donc en gros, ça c'était pour à partir de 2021, voilà à quoi ça va ressembler. Depuis que le bac est repassé en juin, on a eu un autre sujet 0 l'année dernière pour du coup le nouveau bac. Donc ça c'est 2021, mais c'est toujours valable maintenant. De toute façon, les équadifs sont toujours au programme, donc ça pourrait très bien être ce type d'exo. Donc en fait, il y en a deux, hein, comme je vous disais, de type d'exo. Il y a soit les problèmes comme celui-là, soit les exos complètement théoriques. Je vous le montre vite fait. J'ai sélectionné celui-là, vous voyez, on vous donne rien en fait, enfin l'équation, comme ça, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond, et juste résout, question par question, quoi. Et voilà. Donc ça, c'est un peu plus brutal, mais en soi, là, faut foncer, hein, c'est très automatique. Ok, mais on va commencer par le problème, parce que le problème, voilà, ça peut décontenancer un peu. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc c'est très classique. Donc vous voyez là, nous on va essentiellement s'intéresser à la première partie. On évoquera rapidement la partie suivante où ils introduisent des suites, ils mélangent un peu les suites. Là-dedans, on verra comment. Mais du coup, vu que c'est pas le sujet là, on va essentiellement se concentrer sur la première partie des équadifs. Alors du coup, dans une boulangerie, les baguettes sortent du four à une température de 225 degrés, ok. On s'intéresse à l'évolution de la température d'une baguette après sa sortie du four. On admet qu'on peut modéliser cette évolution à l'aide d'une fonction f définie et dérivable sur 0 plus l'infini. Bien sûr que c'est 0 plus l'infini parce que là, c'est en fonction du temps et du coup, forcément, le temps, on ne va pas le prendre négatif, on ne va pas regarder dans le passé, on va regarder à partir du moment où on sort la baguette du four jusqu'à le temps qu'on la mange, quoi. Donc infini, c'est un peu ambitieux, mais bon, admettons. Voilà. Donc dans cette modélisation, donc là, le mot modélisation arrive deux fois, hein. C'est vraiment ça l'idée qu'il faut retenir. C'est ce que je vous disais hier dans l'autre live. On modélise l'évolution de quelque chose. Alors là, bien sûr, c'est bidon. Évidemment qu'un boulanger ne va pas utiliser des équadifs pour savoir à quel moment sortir ses baguettes et les vendre aux clients. Il va regarder quand est-ce que par expérience ça refroidit. Et, il faut à peu près une demi-heure. Je les sortirai au bout d'une demi-heure. Évidemment.
On ne peut pas encore vous donner des exos trop compliqués. En fait, encore une fois, vu qu'on utilise des équations différentielles extrêmement simples, ça représente finalement des phénomènes, ça peut modéliser des phénomènes simples. Il faut du coup avoir des dérivées supérieures, des carrés, etc. Des coefs non constants pour représenter des phénomènes plus complexes. Donc ça, c'est plutôt dans vos études supérieures que vous verrez ça. Là, vu que c'est une équation très simple, finalement, il n'y a pas grand-chose par rapport à toutes les autres qui existent. Forcément, les phénomènes qu'on modélise sont un peu bidons. Bon, c'est pas grave. Ça veut dire qu'ils sont encore plus faciles à comprendre, mine de rien. Tant mieux, il faut s'estimer heureux. Franchement, tant mieux si c'est facile. Si c'est un sujet facile à appréhender, tant mieux. Ok, alors je reprends donc modélisation f de t. C'est la température en degrés Celsius de la baguette au bout de la durée t, exprimée en heures, après la sortie du four. Ok ? Et là, il précise, pour être sûr que l'énoncé est bien compris, donc ça c'est gentil, f de 0,5, ça représente la température d'une baguette une demi-heure après la sortie du four. Oups. Ok ? Donc f de 0,5, 0,5 c'est 0,5 heures, donc une moitié d'heure. Donc c'est bien une demi-heure. Ok ? Donc 30 minutes. Après la sortie du four. Dans tout l'exercice, la température ambiante de la boulangerie est à 25 degrés. Ça c'est fixe. Et on admet que la fonction f est solution de cette équation différentielle. Alors là, elle sort de nulle part. Ils ne nous la font pas trouver. C'est relativement rare qu'ils nous fassent nous deviner l'équation différentielle. Ce serait en général le cas. Ils le font potentiellement si c'est simplement proportionnel. Donc s'il n'y a pas de second membre. Mais bon, c'est relativement rare. On ne va pas s'attarder sur ça. En général, ils nous la donnent et il faut la manipuler. Donc d'où elle sort, ça c'est voilà, c'est l'étape de modélisation que finalement nous on fait relativement peu en maths dans notre système scolaire finalement. Je ne sais pas les autres, mais nous en tout cas on le fait peu. Ok, alors préciser la valeur de f0. Du coup, oh punaise, il y a des pubs là qui arrivent. Il va falloir que je règle ce genre de bêtises. C'était déjà le cas hier, j'ai pas pu m'en occuper. Bon, faites pas attention, hein. Va falloir que je mette en place une modération du chat pour éviter ce genre de commentaires. Anyway, du coup, alors la valeur de f0, donc 0, là ça représente le temps, donc temps égale 0, ça veut dire au début. Et c'est quoi le début dans cette expérience ? C'est après la sortie du four, donc c'est le moment où on sort la baguette du four. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent ici ? Les baguettes sortent du four à une température de 225. Sachant que F, c'est la température, à T égale 0, donc au début, c'est 225. Donc F de 0, c'est égal à 225. Ok ? Donc, là, je développe pas. Hein. Là, f de 0, c'est 225. C'est juste bien comprendre l'énoncé, en fait. Ok ? Ensuite, voilà, résoudre l'équation différentielle. Et là, paf, on se remet sur notre carte mentale. Voilà, ce serait bien d'avoir cette carte en tête, avec tous les cas possibles. Et là, on est où ? On est dans quelle situation ? Celle-ci, celle du milieu. Y' égale AY plus B. Alors nous, pas vraiment. Mais du coup, on va s'y ramener à cette situation. Alors, on n'en est pas loin. Hein. Donc là, dans la question 2, hop. Donc nous, on a ça là dans l'exercice. Mais pour être sûr de ne pas se tromper dans le signe de A, etc., on va toujours la présenter de la même façon. Ça, disons, c'est la bonne façon de présenter l'équation. C'est pour ça que quand on a l'équation homogène, ça vaut 0. Et du coup, on parle d'équation sans second membre, parce qu'il n'y a rien à droite. Mais pour éviter de se trimballer des signes moins dans la solution, on va préférer la présenter sous cette forme-là. Isoler le Y'. C'est exactement pareil.
Faut juste faire attention, les solutions, enfin, il y aura un signe qui changerait. Là, le A qui est devant le Y, ici, il était moins, et là, il est plus. Donc, les solutions que j'ai notées au-dessus, ici, marchent si le AY, il est à droite du égal. Sinon, si je le laissais à gauche, il y aurait un moins là. Ok? Enfin, je veux dire, le signe de A changerait. Voilà, donc mettez-le bien sous la bonne forme, et après, il suffit d'appliquer. Ici, le A, il vaut moins 6, le B, il vaut 150, et du coup, on a dit que les solutions de ça, c'était quoi? C'était C exponentielle AX, pardon, il vaut moins 6, il n'est pas passé, donc moins 6x, moins B sur A, B, il vaut 150, A, il vaut moins 6, 150 divisé par 6, ça fait 25. 6 fois 20, 6 fois 5. Ouais, ça fait 25. Moins par moins, plus. Donc ça va me donner C exponentielle de moins 6x plus, j'ai dit 25. Ok? Voilà. Donc c'est facile en fait. Vous avez vu, question 1, 2, on a fait ça en 2 secondes. C'était pas costaud en fait. Faudra tout le temps le faire ça. Ce genre de truc. Donc là, vous voyez, c'est direct. Il suffit de reconnaître et de mettre sous la bonne forme. Et direct, on a la réponse. Donc c'est assez pratique. Alors, on n'oubliera pas de préciser ici ce que c'est bien une constante. Donc en disant que c'est un réel, c'est pareil, ça revient au même. Une constante, un nombre réel, c'est bien une constante. Donc ça, c'est important à mentionner quand même. Quand vous mettez des lettres, dites à quoi elles correspondent. Ok? Super. Et du coup, là, en déduire que pour tout réel, donc t positif, donc ça, c'est bien cohérent avec le domaine de définition qu'on a là. Hein. C'est juste, voilà, il le répète. Donc sur notre domaine de définition, montrer que une fonction solution de ça vaut ça. Donc là, c'est pas n'importe laquelle, c'est la fonction qui représente cette situation. Donc là, j'ai résolu le S de x, c'est toutes les solutions. Ok? Mais là, il nous demande une solution, celle qui correspond à cet énoncé-là, okay? C'est-à-dire celle dont la valeur en 0 vaut 225. Et c'est là qu'on a notre condition initiale. Donc là, je vais pouvoir choisir une solution particulière. Enfin, ouais, si, finalement. Celle où je choisis la fonction solution telle que f de 0, je vais l'appeler f, du coup, S, c'est toutes les solutions, et je vais en appeler une particulière, qui sera celle qui vaut 225 en 0. Ok? Donc elle est de cette forme-là, mais du coup, je vais pouvoir trouver le C qui va me donner l'unique solution. Donc je vais prendre un cas particulier de celle-là. Donc il suffit de remplacer, ça va me donner du coup C exponentielle de moins 6 fois 0 plus 25 égale 225. Ok? Ça, c'est mon f de 0. Et ça, c'est le 225. Et du coup, c'est génial hein, quand c'est f de 0 qu'on nous donne. Avec le temps, ce sera tout le temps ça. Parce que exponentielle avec un 0 dedans, exponentielle de 0, puissance 0, ça fait toujours 1. Donc, finalement, je vais pouvoir isoler mon C assez facilement. Le 25, je le passe de l'autre côté. Ça fait moins 25, donc il va me rester C fois 1, donc C, égale 225 moins 25, c'est-à-dire 200. Et voilà, j'ai ma condition j'ai défini ma constante pour intégrer ma condition initiale et donc appliquer la solution théorique à ma situation dans mon problème à moi. Donc du coup, la fonction f de t est bien égale à celle-là avec c qui vaut 200. Donc 200 exponentielle de moins 6x plus 25, qui est bien la solution qu'on a ici. Ok, donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba, j'ai envie de dire. C'est pas très compliqué en vrai. Si on se met à réfléchir, à prendre un peu de recul, je veux dire, bon,
on a fait des trucs plus durs, en vrai. Donc, faut se mettre dedans un peu. Mais là, maintenant, avec le petit récap du début d'ici, bon, voilà, on sait là, je pense que vous commencez à vous dire, ouais, bon, ok, c'est vrai que cette partie-là, c'est relativement facile. Mais c'est cette partie-là que j'ai du mal. Alors, vous en faites pas, on y revient dans pas très longtemps. Donc, la première partie, ok, nickel. Et donc, il y aura ce sujet-là, il est intéressant parce que du coup, en général, quand on a un problème, ben, souvent, on va essayer de lier l'aspect maths à l'aspect du problème. Essayer à chaque fois de passer de l'un à l'autre. Donc, on a des calculs mathématiques qui peuvent être complètement abstraits et à chaque fois, on va essayer de ramener dans la situation du problème. Ok? Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, par expérience, on observe que la température d'une baguette sortant du four décroît. Normal. Si vous sortez un truc du four, ça va refroidir. Donc la température va diminuer. Bon. Ok? Et tend à se stabiliser à la température ambiante. Ça aussi, c'est normal. Si vous sortez un plat du four, vous revenez le lendemain, ce sera à la même température que le reste de la pièce. Normal. Ça surprend personne. Mais du coup, ce qu'on veut voir là, c'est est-ce que nous, le modèle qu'on a réussi à avoir, est-ce que ça là, bah, ça traduit correctement les observations qu'on fait. Ok? Et ben, c'est ça qu'on va vérifier. Alors, est-ce que donc la fonction f fournit un modèle en accord avec les observations? Donc, est-ce que la fonction décroît et est-ce que la fonction se stabilise à température ambiante? Alors, ça, c'est des questions un peu déguisées, mais en soi, je pense que vous les avez, non? Comment on va vérifier que la fonction décroît en vrai? Ben, on décroît à quel moment? Ben, si on est décroissante. Et comment on fait pour savoir si une fonction elle est décroissante? Ben, comme on a vu hier, dérivée, étude du signe de la dérivée et variation. Donc, ici, si on nous le dit comme ça, c'est que la dérivée n'est pas très compliquée. Sinon, en général, quand la dérivée est un peu dure, ils nous la font calculer un peu avant. Donc là, finalement, il suffit juste de dériver et de regarder les variations. Alors, donc là, c'est la question 2. Donc, f' ici, ça donnerait quoi? Ben, le 25, là, il va dégager. Donc, je vais juste m'intéresser à la partie où il y a notre inconnu, notre variable. Exponentielle de u. Hop, ça, on l'a revu pas mal hier quand même, mais je vous la renote. Exponentielle de u dérivée, c'est u' exponentielle u. Ok? Du coup, ben ici, ça donnerait quoi? Ça donnerait 200 fois moins 6, u'. Ok? Donc, u, c'est ça. U' c'est moins 6. Fois, du coup, l'exponentielle de moins 6x. Et le 25, quand on dérive une constante, ça fait 0. Et donc, ça me donne moins 1200 exponentielle de moins 6x. Or, exponentielle, c'est strictement positif pour tout x. Ok? Donc ici, on est sur R+, mais peu importe, c'est valable sur tout R. Ok? Et ça, bah forcément, c'est de quel signe? Négatif. Donc, par produit, si je multiplie un nombre négatif avec un nombre positif, j'obtiens un nombre négatif. Donc, la dérivée est tout le temps négative, donc la fonction f est décroissante. Ok? Tout le temps. Donc, tout le temps, comme je vous disais hier, tout le temps, ça veut dire sur l'ensemble du domaine de définition, pour tout x appartenant au domaine de définition. Donc pour tout x ici, appartenant à R+. R+ étant le 0 plus l'infini. Okay, tous les nombres réels positifs incluant 0. Donc du coup, est-ce que la première condition est satisfaite? Ben oui. Est-ce que la fonction f est en accord avec la première observation, c'est-à-dire qu'elle décroît? Ben oui. F, ça représente la température, et f diminue, donc la température décroît. Maintenant, est-ce qu'elle tend à se stabiliser? Ben ça, du coup, pour voir ça,
euh, tend à se stabiliser. Est-ce que vous l'avez? Se stabiliser, donc ça veut dire quoi? Essayez de bien le comprendre. Ça, je sais pas quoi vous donner comme tips pour bien le comprendre, mais tend, qu'est-ce qui tend d'habitude? C'est le mot utilisé quand on calcule quoi? Quand on calcule des limites. Et du coup, ben c'est ça qu'on va faire ici. On va calculer la limite et on va vérifier si ça se stabilise à température ambiante, c'est-à-dire 25 degrés ici, dans notre exemple. Ok? Ben c'est parti, on va calculer la limite de notre fonction maintenant. Donc le deuxième point, la fonction du coup pour rappel, j'ai bien mis des... Non, pardon. Petite remarque, j'ai mis des X. Alors, vous voyez, moi je me trompe, vous allez probablement vous tromper aussi. Bon, faut essayer de... Voilà, quand on est dans un problème, si on nous parle comment on dit, d'un problème, ouais, avec une variable différente de X, c'est bien de la noter comme il nous la donne. On vous en voudra pas, la preuve, on fait tous l'erreur, on est tellement habitué à faire avec X. Si vous mettez X à la place de T, c'est pas grave. Mais bon, dans la mesure du possible, je vais faire attention. Donc on avait ça. Donc les limites de ça. Bon, ben alors la limite de ça, alors je vais vous le faire en schéma comme on a l'habitude de le faire au brouillon. Ça là, exponentielle, ça tend vers quoi quand t tend vers plus l'infini? Ben vu qu'il y a un moins là, tout ça, ça va tendre vers moins l'infini. Moins 6 fois l'infini, ça va donner moins l'infini. Et exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Ben oui, rappelez-vous, exponentielle, elle est comme ça. Quand on va voir vers l'infini, là-bas, vers moins l'infini, elle se rapproche de 0. Ok? Et du coup, ben, par produit, ok, par produit, bah, tout ça va tendre, le 200 fois exponentielle de machin, vers 0 aussi. Ok, 200 fois 0, ça va rester 0. Et du coup, ben, par somme, ici, pour le total, alors je vais pas le faire comme ça, je vais plutôt le faire comme ça. Si je prends maintenant avec le plus 25, par somme, ben ça tend vers 25. 0 plus 25, entre guillemets, ça tend vers 25. Donc c'est bien température ambiante. Alors attention, moi là je le fais en schématiquement. Vous évidemment, vous ne pouvez pas présenter une copie comme ça, hein, bien sûr. Ça c'est la façon dont il faut raisonner dans votre tête. À chaque fois que j'ai fait une accolade, disons une accolade horizontale là, ça veut dire qu'il faut écrire lim du truc. Lim du truc quand t tend vers plus l'infini, celle-ci égale 0. Par produit, on a lim de machin qui vaut 0. Par somme, on a la troisième limite qui vaut, la limite de f du coup, la dernière, qui vaut 25. Ok, donc du coup les deux observations sont satisfaites. Donc la fonction f propose un modèle cohérent avec nos observations. Ok? Bah voilà, la partie équadif, elle se termine ici. Donc vous voyez, dans un problème, c'est relativement simple. Il n'y a pas une énorme difficulté. La partie juste équation différentielle s'arrête là. Et en vrai, ça va rarement au-delà quand c'est un problème. Ce qui arrive par la suite, c'est de continuer à exploiter le problème. Alors on va jeter un œil. Je vous laisse lire vite fait. Donc là, prenez bien conscience que la partie équadif est finie. Ici, on passe à un autre chapitre. D'ailleurs, vous devez le reconnaître. Vous voyez ça. Vous vous dites que c'est quoi là? Notre ami d'hier. Le fameux théorème des valeurs intermédiaires. Et plus particulièrement son corollaire, parce que là on veut une unique solution. Donc je vous renvoie au replay d'hier pour bien comprendre cette question.
Je vais la faire à l'oral, je ne vais pas détailler parce qu'on l'a déjà bien vu hier, mais au moins pour ceux qui étaient là hier, ça vous fait une autre... voilà, ça revient encore une fois. Alors, pour rappel, pour le TVI, qu'est-ce qu'il va les montrer? Donc là, j'ai pas lu la question, pardon, je suis allé peut-être un peu vite. On veut ça, calmer une unique solution. Du coup, ben, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la continuité, il faut que la fonction, elle n'ait pas de trou, qu'elle aille sans s'arrêter, sans lever le stylo, sur l'intervalle considéré. Donc là, l'intervalle, c'est 0 plus l'infini. Donc elle est bien continue car elle est dérivable, on l'a déjà dérivée, donc c'est bon, c'est écrit dans l'énoncé plus haut. On a dit juste avant qu'elle était décroissante, strictement, parce que ça c'est strictement négatif, donc c'est strictement décroissant. Et qu'est-ce qu'il nous manquait? Il fallait bien vérifier que 40, est-ce que, là bah, c'est un bon exemple là, est-ce que la fonction température, là, f c'est la température en fonction du temps, est-ce que la température vaudra 40 degrés à un moment? Imaginez, on la sort du four, sort le plat du four à 225 degrés, on vient de dire juste avant que ça va arriver à 25, est-ce qu'à un moment, ça vaudra 40 degrés? C'est ça en fait qu'on regarde. Et combien de fois ça le vaudra? Bah une seule fois. On s'imagine bien que vu que ça fait que descendre là, la température, elle va pas remonter soudainement pour repasser une fois à 40. Une fois qu'elle a diminué 39-38 degrés, elle va pas remonter. Donc là, on comprend bien le fait de... Il faut que 40 appartienne à l'intervalle des valeurs de f, de la plus grande à la plus petite. Ok, ici, vu que c'est décroissant. Et ici, 40, ben, il est bien compris entre 25 degrés, la température finale, et 225, la température initiale. On passera forcément par 40. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de t égale 40 admet une unique solution. Ok, bon, j'espère que vous l'avez celle-là, parce qu'on l'a bien revue hier. Si c'est encore flou, n'hésitez pas à refaire les annales d'hier et de vérifier avec la correction qu'on a faite. Voilà, le live est disponible en replay sur la chaîne. Ok, bah, je vais vite fait vous montrer un peu le type de questions qui peut arriver. Et puis après, on passera à la dernière annale. Donc voilà, ils nous disent que pour mettre les baguettes en rayon, le boulanger attend que leur température soit inférieure ou égale à 40, double 40. On note T0, je suppose, le temps d'attente minimal entre la sortie du four d'une baguette et sa mise en rayon. Donc on voit, elle sort à 225, ils peuvent la mettre en rayon à 40 degrés. Combien de temps ils doivent attendre au minimum pour pouvoir la mettre en rayon? Et donc il nous donne le graphique ici. Et là, il nous demande de résoudre graphiquement, du coup, avec la précision permise par le graphique, lire T0. On donnera une valeur approchée sous forme d'un nombre entier de minutes. Pourquoi ils disent ça? Parce que là, on est en heures. Eux, ils veulent en minutes. Donc, pas de nombre à virgule, on arrondira à l'entier. Ok? C'est ça que ça veut dire un nombre entier de minutes. Pas de nombre à virgule, on arrondit. Et bien, si ça représente la température, vous voyez, on démarre bien à 225 ici. Donc à t égale 0, le t, il est en abscisse. Et du coup, on voit bien que ça décroît jusqu'à se stabiliser à 25 ici. Ok, je suis un peu haut là, 25 par là. Voilà, bon bah super. Et donc on voit bien qu'on va atteindre 40 une seule fois au bout de 0, bon, je peux pas écrire, c'est petit. Là on est à 0,42, 3. On acceptera 0,41, 0,42, 0,43, 0,44 ici. Hein. Il n'y a pas de souci. Ils disent bien avec la pression permise par le graphique. Si vous mettez juste 0,4, non par contre, parce qu'on voit très bien que ça ne tombe pas ici. Donc on ne peut pas accepter que vous mettiez 0,4. Mais on ne peut pas savoir si c'est au 0,2 ou au 0,3 là. C'est pas assez précis. Ok, et donc 0,43 minutes. 0,43 heures, pardon, ça fait combien de minutes? Alors là, grosse question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait me dire? 0,43 heures, ça fait combien de minutes? Alors là, je pense que
Tout le monde a capté les équadifs, mais ça y est, conversion heure minute, là c'est dur. Non mais je rigole, mais parce que je sais que en fait c'est pas naturel de convertir parce que c'est en base 60, on revient à 0 quand on a atteint 60, c'est pas naturel. Bon, je pense que vous allez tous y arriver au bout d'un moment. Là, il faut juste faire un produit en croix, hein. Si, donc on avait combien de minutes, il nous disait, ouais, 0,43 heures, pardon. Ça fait combien de minutes? Sachant que 1 heure, ça fait combien de minutes? 60. Ok, donc il faut faire 0,43 fois 60. Donc, allons voir. 0,43 fois 60. Donc ça fait 25,8 minutes. Et vu qu'ils ont demandé de l'arrondir à l'entier, environ 26 minutes. Au bout de 26 minutes, du coup, on peut sortir la baguette et les mettre en rayon. Ok? Et là, bon, je vous le montre parce que c'est le genre de truc qui va vous faire flipper. On s'intéresse ici à la diminution, minute après minute, de la température d'une baguette à sa sortie du four. Alors, prenez bien le temps. On s'intéresse à la diminution chaque minute. Donc, de combien la température diminue d'une minute à l'autre. Ok? Ainsi, pour un entier n, dn, okay, diminution en fonction de n, désigne la diminution de la température d'une baguette entre la minute n et la minute n plus 1. Donc en gros, n c'est une minute, donc n égale 15, c'est au bout de 15 minutes. Donc on va regarder à chaque fois en 2 minutes successives. Donc entre n et n plus 1, la suivante. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dn là, ça va être, F c'est la température, hein, vous vous rappelez. Nous on veut la diminution de température, c'est-à-dire de combien c'est passé entre les deux. Ok? Donc on va regarder la température à la minute n et on va enlever la température à la minute suivante. L'écart qu'on obtient, c'est bien la diminution qu'il y aura eu. Ok? Si là par exemple on commençait à 225 et que là au bout d'un certain temps il y avait 200, l'écart, la diminution c'est 25 degrés. Ok? Donc c'est ça que ça veut dire. C'est pas très joli, c'est pas usuel, enfin voilà, ça arrive de temps en temps, mais pas de panique. Il n'y a rien. En fait, quand vous voyez ce genre de truc, ça peut faire peur, mais soyez juste. En fait, au moment de commencer un exo comme ça, il faut prendre une bonne bouffée d'oxygène, aller pisser un coup si vous voulez, manger un bout, mettez-vous à l'aise. Mais il faut pas y aller à reculons. Si vous n'êtes pas motivé pour vous lancer dedans, n'y allez pas. Vous allez faire n'importe quoi. Prenez une grande bouffée de respiration, dites-vous, allez, je vais peut-être pas passer un bon quart d'heure, ça va être un peu relou, mais je sais que si je m'y mets de manière rigoureuse, calme et tranquille, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Au pire, vous ne saurez pas faire toutes les questions de cette partie. C'est pas grave. Vous voyez, on vous donne des résultats intermédiaires ici. Vérifiez qu'on a ça. Donc, vous pouvez sûrement continuer. Ok? Donc, faut juste pas s'inquiéter. Ce truc-là va en inquiéter plus d'un. Mais finalement, ça concerne une seule question. Après, on nous donne dn sous une autre forme. Et la question suivante, vous voyez, c'est des variations, les limites, etc. Bon. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que si ça vous inquiète, juste essayez de... Voilà, si vous commencez un exo comme ça, d'y aller avec vraiment l'envie de réussir. N'y allez pas en vous disant que ça va être trop dur pour vous, que ça va vous saouler, que machin, sinon ça sert à rien. Passez à l'exo suivant et revenez-y quand il vous reste du temps. Ok? Mais c'est le genre d'exo qui peut faire peur, mais qui n'est pas si difficile. Il faut juste ne pas avoir peur, entre guillemets. Alors vous allez dire, ouais, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Si, en vrai, c'est un peu de la crainte de tomber dans un truc hyper chiant, hyper calculatoire avec des LED, des... Mais en fait, ça l'est pas. Ok, donc on va voir vite fait à quoi ça correspond. Donc vérifiez que 19. Donc c'est encore vérifié, vous voyez. On vous donne la réponse 2 fois de suite. On vous demande juste de vérifier que ça marche. Donc c'est nettement plus facile. Donc vérifiez que 19 est une valeur approchée de D0 à 0,1 près. Et interprétée. Ok, donc ça veut dire qu'il faut calculer D0
et trouver 19. Ok. Bon, bah allons-y gaiement. Donc, nous, on a dn qui vaut f de n sur 60 moins f de n plus 1 sur 60. Donc, d0, je remplace tous les n par 0. Ok. Et donc, ben, il suffit de calculer la fonction finalement en f de 0, 0 sur 60, ça fait 0, moins f de 1 sur 60. Okay. Donc la température au départ, okay, f de 0, qu'on a vu dans la toute première question, ça vaut 0,25 à la minute 0 et à la minute 1. Donc s'il y a le divisé par 60, en fait, c'est pour ramener en heures, parce que la fonction f, on l'a définie avec t en heures. Donc si 1 c'est une minute, il faut diviser par 60 pour passer en heures. Et donc il faut calculer ça, f de 1 sur 60. Ok. Alors, f, elle valait quoi elle valait ça. Bon, ben, je vous laisse faire à la calculette. Et là, on est censé dire ça, donc calculette. Vous faites le calcul, vous remplacez dans l'expression de f ici le t par 1 sur 60. Vous faites le calcul et ça doit vous donner le résultat final environ 19,0 parce que c'est arrondi. Il disait à 0,1 près. Ok. Et ensuite, ben, pour montrer que dn peut s'écrire comme ça, il faut refaire la question A, mais cette fois pas avec des zéros, avec n. Donc ça va juste être un peu pas très visuellement chouette, mais bah voilà, il suffit de le faire en fait. Dites-vous que si c'est un calcul complexe, mais que c'est juste un calcul, vous aurez des points pour les étapes de calcul, juste pour poser le calcul. Donc faites la partie jusqu'à là où vous y arrivez. Okay, posez le calcul, essayez de voir ce que ça donne. Si vous n'y arrivez pas, bah, le fait d'avoir posé le calcul, vous aurez eu 0,25. Peut-être, si votre essai de faire le calcul est bon, bah, vous aurez 0,5. Donc, en fait, allez-y vraiment, tentez. Et si vous n'arrivez pas au bout, vous n'arrivez pas au bout, c'est pas grave. Okay, mais vous allez voir, c'est pas si difficile. Alors bon, là, je vais pas faire le calcul, je vous avoue, je vais juste vous le présenter. C'est du pur calcul littéral. Ça, vous n'avez pas besoin de moi en vrai pour faire du calcul littéral. De toute façon, en plus, la correction, elle est en ligne si vous voulez le faire vraiment. Il faut juste, dans l'expression de f, je vous la remets ici, l'expression de f, là, il faut remplacer les t par n sur 60. Donc ça donne 200 fois exponentielle de moins 6 t. Donc le t, je le remplace par n sur 60. Et là, bah, pareil, par n plus 1 sur 60, pardon. Hop, 200 exponentielle, ah j'ai oublié le plus 25, qui va se supprimer de toute façon, plus 25, moins 200 exponentielle de moins 6 fois n plus 1 sur 60. Ok, donc pas besoin de parenthèse ici. 6 fois plus 25. Ok, les 25 vont se supprimer. Et voilà, et après on factorise par exponentielle et on retombe sur sur l'équation qui nous propose. Alors le 0,1 va venir du 6 divisé par 60 là. 6 divisé par 60, ça va faire 1 sur 10, donc 0,1. Ok. Donc je ne détaille pas le calcul, il suffit de le faire là. 6 divisé par 60, et ça vous donnera 0,1. Ok, donc ça fera bien le moins 0,1 n. Ok. Donc on l'aura ici aussi. Et donc on pourra factoriser comme ils le font ici dans la réponse. Et ensuite, bon bah là je ne vais pas m'attarder non plus parce que ce n'est pas du tout l'objet du jour. Mais ensuite, déterminer le sens de variation de la suite, puis sa limite. Bon, bah ça c'est question de suite classique. Hein. Alors, sens de variation, qu'est-ce qu'on connaît comme technique? Bah globalement, il y en a deux. Il y a celle qu'on a vue en première, c'est-à-dire dn plus 1 moins dn, donc un plus 1 moins un, et on regarde le signe. Ok. Si c'est positif,
la suite est croissante. Et si c'est négatif, la suite est décroissante. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il va falloir faire ici. Donc là, on vous fait pratiquer finalement l'exponentielle là-dessus. C'est un gros travail sur l'exponentielle. Donc c'est un très bon entraînement. Je vous invite fortement à le faire et à essayer. Et puis la limite, du coup, limite de suite, ça, c'est très classique. Ici, il n'y a pas vraiment de problème. La limite ne sera pas très compliquée, sachant que ça, là, quand n tend vers plus l'infini, tout ça, ça tend vers 0. Donc tout ça, là, ça tend vers 0. Finalement, la limite, elle est facile. Ça tend vers 0. Et dans le contexte de l'exercice, ça veut dire quoi? dn, c'était la différence de température entre une minute et la suivante. Plus le temps passe, plus on va se rapprocher de la température finale de 25 degrés. Donc l'écart d'une minute à l'autre va être minuscule, jusqu'à valoir quasiment 0. Ok? Donc ce résultat était-il prévisible? Oui, du coup. Ok? Donc là, la diminution de la température, elle est bien inversement exponentielle. Donc comme ça va au début diminuer beaucoup, très vite, très fort, puis de moins en moins. Après, la diminution, elle va être de moins en moins vraie. Donc, ça diminuera de moins en moins, disons. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions là. On vient de faire ce problème-là. Alors, je n'ai pas traité en détail les calculs qui ne concernent pas directement les quadifs. Je vous laisse les essayer. On en a juste parlé pour voir à peu près. La partie qui concerne les équadifs, c'est question 1, A, B, C et 2. Et puis voilà. Finalement, même la 2, c'est même pas quelque chose des équadifs, c'est variation de fonction et étude de limite, ce qu'on a un peu fait hier. Donc étude de fonction générale. Voilà, donc la partie équadif, vous avez vu, franchement, c'est pas très dur. Et là, on va voir une autre annale, et ce sera la dernière chose finalement à savoir faire. Donc vraiment, vous voyez, il n'y a pas de difficulté. On a fait la moitié des équadifs et il nous reste l'autre moitié qui sera quasiment tout le temps la même. Donc vous pouvez assez vite maîtriser les équadifs, j'espère. Alors voilà l'annale suivante. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour ça. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête, hein. C'est intense quand même. Je sais pas si je vais trop vite ou trop doucement, mais bon, ça fait quand même mine de rien pas mal d'infos, hein. J'essaye en fait de vous montrer que c'est pas très dur. Enfin, j'essaie même de vous montrer que c'est facile pour démystifier le truc. Mais rappelez-vous, vous êtes en terminale spé maths, vous êtes déjà très fort. Ok? Vous avez déjà un très gros niveau. La plupart des gens que vous allez croiser dans la rue, vous leur montrez ça, ils paniquent. Ok? Ils vous disent que vous êtes un fou de faire des trucs pareils. Donc c'est que vous avez déjà réussi à développer votre cerveau à un niveau d'abstraction relativement sympa là déjà. Donc vous pouvez déjà être fier de vous. J'essaie de vous montrer pour vous faciliter la vie que c'est pas si compliqué si on le décompose correctement. Mais en soi, voilà, c'est pas non plus, ça revient pas à faire des exos élémentaires, disons. Alors, voilà, là on a directement l'équadif qui est posé, pas d'énoncé, hein. On considère l'équadif, paf, direct, d'inconnu y comme d'hab, donc c'est une fonction dérivable forcément parce que y prime. Et voilà, on nous donne, comme je vous disais, l'intervalle que moi j'avais mentionné i, parce que je savais, enfin voilà, c'était général, donc là c'est sur les R+, comme dans le problème. Donc là, il suffit de remonter voir ici, et là on est dans lequel des trois cas de figure, je bégaye, celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on a y' égale quelque chose fois y plus une fonction. Alors encore une fois, là le y, ils l'ont mis à gauche du égal, parce que c'est comme ça qu'on les présente d'habitude.
pour vous simplifier la vie dans les formules des solutions, nous on le passe à droite. Donc avant de donner votre solution, il faut bien penser à passer la partie en y à droite de l'équation pour garder y' égal. Ok? Alors, je vous fais juste, maintenant qu'on a vu que c'était ce type d'équation-là, je vous fais juste un petit récap vraiment de ça. Finalement, ces équations-là, il faudra montrer que toutes les solutions de cette équation se composent de la solution de l'équation homogène qu'on a vue là, okay, donc sans le f, plus une solution particulière, ici que j'ai appelée g, qu'on nous donne. Et on est sûr d'avoir comme question de montrer qu'elle marche, la solution particulière qu'on nous donne. Ça, c'est le savoir-faire 1 sur le site. Okay, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, n'hésitez pas à aller voir. Ce qu'il faut faire, du coup, on nous donne une fonction g, vous voyez, telle que, voilà, elle est écrite comme ça. Et du coup, faut vérifier, faut déterminer A cette fois pour qu'elle marche. Donc là, c'est plus qu'une simple vérification. Il va falloir choisir le petit a de sorte à ce que cette solution-là marche. C'est la même démarche dans tous les cas, c'est une variante de question. On aurait pu vous donner sans le a, ou le a déjà fixé, et vous dire montrer qu'elle marche. Bon, ça c'est la solution particulière qu'on vous donne tout le temps. Ici, voilà, ils nous font la trouver. Bref, ensuite vous voyez, on le fera, hein, je vous décompose juste l'exo pour que vous voyez. Ici, on a ensuite l'équation la même que là-haut, mais sans la fonction f ici. Okay, du coup, là, on se ramène à celle-ci. Du coup, on passe à l'équation homogène ou sans second membre, vous voyez, égale à 0. C'est pour ça qu'on dit sans second membre. C'est parce que le f, ici, il vaut 0. Okay, c'est juste que là, ils ont mis le AY à gauche du égal. Voilà. Et du coup, déterminer les solutions de E', ou de celle-ci, elles sont là, les solutions. Okay, et donc, petit à petit, ils nous font construire notre solution générale ici. Ils viennent de nous montrer que G marchait, on a fait en sorte qu'elle marche, en question 1. En question 2, ils nous font trouver la solution de l'équation homogène. Et en question 3, forcément, ils vont nous dire de les mettre ensemble. Alors, vous voyez ici, la question c'est en déduire les solutions de l'équation différentielle E. Alors, je vous conseille de toujours le démontrer. Ici, c'est pas demandé explicitement. Il y a certaines annales où c'est demandé explicitement. Alors, je suis allé voir dans plusieurs corrections, tout le monde le redémontre. Donc, je vous suggère de le redémontrer. Le résultat de ces équations-là, les solutions sont composées de la somme de l'équation homogène plus une solution particulière. Redémontrez-le à chaque fois. Comment on fait ça? C'est ça qui vous pose souci et c'est sur ça qu'on va prendre un moment particulier. Ok? Et enfin, dernière question, trouver l'unique solution qui vérifie la condition initiale. Donc exactement ce qu'on avait dit ici. Une fois qu'on a trouvé nos solutions, quelles qu'elles soient de celles d'en haut, alors on nous donne une condition initiale. Ici, le m dans notre exo, il vaut 0 et le p, il vaut 8. Donc on va remplacer les x par 0 et résoudre l'équation égale à 8. Donc voilà, il est là l'exo des équadifs. Il n'y a rien de plus que ça. Okay, la partie B, encore une fois, vous voyez, on nous donne l'équation de la fonction solution f du dessus et on va l'étudier. F', tableau de variation, TVI, admet une unique solution, et un peu de Python. Voilà. Donc, on n'ira pas jusque-là, nous, je ne vais pas faire la partie B. Encore une fois, ce n'est pas l'objet du jour, mais vous pouvez la faire en entier, l'annale. C'est encore un bon moyen de réviser le TVI. Et puis, il y a une partie Python un peu moins originale, donc je pense que c'est un très bon moyen de faire Python. Si d'ailleurs Python pour vous c'est un sujet un peu complexe,
ben n'hésitez pas à me faire savoir, à me le faire savoir. Peut-être qu'on pourrait faire une session live dédiée à Python, essayer de démystifier ce truc-là et puis faire en sorte que vous soyez sûr de réussir les questions de Python. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou directement sur la page Insta. Vous m'envoyez un DM pour me dire les sujets que vous aimeriez que je traite en live. Ok, alors bah, c'est parti. On va aller ici là. Donc on va regarder ce que ça nous donne. Donc on a pas mal écrit hein, déjà. Donc là on passe à la deuxième annale. Donc la première question là, il nous donne g de x qui est égal à ax exponentielle de moins un quart de x. Moins un quart de x. Ok, donc pour vérifier que c'est solution, donc là je vous renvoie au SF1, au savoir-faire 1 sur le site, et ben on va calculer sa dérivée et on va voir si on ajoute un quart de elle-même, ce que ça donne. Donc la dérivée de ça, ben ça c'est u fois v. Ok, donc je la fais un peu vite. Pareil, encore une fois, n'hésitez pas à la faire vous-même. Ok, c'est bien. Donc là, le u c'est x, donc u' c'est 1 et v, u'v, plus uv', u, v' c'est moins un quart. Bon, ça a bugué. Moins un quart de exponentielle de moins un quart de x. Ok. Et du coup, ben, il faut faire en sorte que du coup, ça, si maintenant je fais g' de x plus un quart de g, la partie gauche de l'équation avec les y, je remplace les y par g, ça me donne quoi? Ça me donne bah, le truc que je viens d'avoir là, donc a exponentielle de moins un quart de x, donc là je simplifie, moins ax sur 4 exponentielle de blablabla, plus un quart de g, qui est ici g. Donc plus un quart de ce truc là-haut là. Ax exponentielle de moins un quart de x. On voit que du coup, ces deux parties-là se suppriment. Et donc, il me reste que ça. Donc, G sera solution. Ben, pour que G soit solution, on n'a pas le choix. Il faut que ça, ce soit égal à 20 exponentielle de moins un quart de x, comme c'est écrit ici. Ok. Pour que ce soit solution, il faut que si je prenne la fonction, je la dérive, je fais plus un quart de elle-même, ça me donne 20 exponentielle de blabla. Moi, je trouve que ça fait a exponentielle de blabla, ça veut forcément dire que a égale 20. Et on a notre g. Ok? Donc voilà pour trouver le petit a pour que ça marche. Ensuite, l'équation différentielle ici, la question 2, bah, c'est relativement facile là, parce que du coup, c'est directement, il suffit de le mettre sous la forme comme nous, on l'a vu, sous cette forme-là. Donc ici, ce serait moins un quart. Et donc, directement, la solution, on a dit que c'était c exponentielle à x. Ici, x, il vaut, a, pardon, il vaut moins un quart. Moins un quart de x. Ok, là, il y a un moins. Donc ça, très facile encore une fois. Et du coup, là, on passe à la question 3, la fameuse question 3. Donc, comment on fait pour faire cette question-là? Ce qu'il faut faire pour le démontrer, en fait, on va chercher à trouver toutes les solutions de l'équation E, okay, qui est encore affichée là tout en haut de l'exercice. Pour faire ça, on va dire, ah bah tiens, je choisis une fonction que je vais appeler h par exemple, qui est solution okay, de cette équation. Et on va essayer de trouver que vaut h. Donc si elle est solution de E, et ben comment elle s'écrit? Bah forcément, je peux la remplacer dans la dérivée là-haut, enfin dans l'équation, et ça va marcher. Ça veut dire que si elle est solution, si je la prends, je la dérive, je lui ajoute un quart de elle-même, ça me donnera automatiquement ça, vu qu'elle est solution. J'en suis sûr. Et du coup, on peut écrire la même chose avec G, parce qu'on a dit que G était solution
à la question 1, G aussi est solution. Ok? Donc du coup, je peux aussi écrire que j'ai G' plus 1/4 de G de X qui vaut ce 20 là. On l'a déjà démontré ça dans la question 1. Et du coup, ce que vous avez dû voir en cours, c'est qu'on vous a suggéré de prendre ces deux équations là et de les soustraire. Ok? Donc, pourquoi les soustraire? En fait, quand on va les soustraire, vous voyez là le membre de droite, le second membre, c'est le même. Et du coup, quand on va soustraire, ça va enlever le second membre et donc nous donner l'équation homogène sans second membre, qui est beaucoup plus facile à résoudre, qui est celle du haut, du coup, qu'on voit ici la E'. Et c'est ça en fait le but, c'est pour ça qu'on vous fait soustraire d'un coup. Ok? Et après, on isolera du coup le H pour connaître H. Alors, du coup, ça donne quoi? Donc là, si je soustrais les deux, ça me donne, donc membre à membre, H, tac tac, 1/4 de H de X, moins, du coup, G' plus 1/4 de G de X, ok? Donc là, je fais les membres à membres. Donc là, j'ai fait la partie gauche, donc j'ai fait lui moins lui, ok? Et à droite, je vais faire lui moins lui. Je soustrais les égalités, et du coup, à droite, j'aurai plus que 0. Ok? Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais déjà développer la parenthèse, donc ça va me changer le signe de tout ce qu'il y a dedans, donc ça passe en moins. Je vais garder les primes à gauche, donc H' moins G'. Et à droite, je vais passer, ou d'ailleurs, je peux même les laisser ici, comme ça on reconnaîtra directement. Je peux factoriser par 1/4 le H et le G, moins G du coup. Et ça, je sais que ça fait 0, du coup le membre de droite n'a pas changé. Ok, on y est presque. Et là, du coup, j'ai H' moins G', et on dit que la dérivation, elle est linéaire. C'est une opération linéaire. Ça, c'est ce que vous avez vu en première comme étant si on a U plus V prime, alors ça revient à dériver séparément. Ça revient à faire U prime d'un côté plus, plus V prime. Oh, ça bug un peu. Plus V prime. Ok? Donc là, on va nous le faire dans le sens inverse. Nous, on se retrouve avec U' plus V', et on va le factoriser, entre guillemets. On peut le voir comme ça. Et donc, ça va me donner H de X moins G de X, le tout dérivé, okay, plus 1/4 de la même chose, mais pas dérivé, c'est-à-dire l'équation E'. Pardon. Ça, c'est exactement l'équation E' avec Y qui vaut H moins G. Ok? Ça veut dire que H moins G est solution de l'équation homogène. Or, l'équation homogène, on a dit que ça valait ça. Toute solution de cette équation-là s'écrit sous cette forme. Si H moins G est solution, forcément H moins G s'écrit aussi sous cette forme. H moins G est solution de l'équation E', donc ça s'écrit comme ça. Et donc là, on peut isoler H finalement, en passant le G de l'autre côté, ça donne plus G de X. Donc solution homogène plus solution particulière. C'est bien ce qu'on avait ici. Là. Les solutions de cette équation sont de la forme équation homogène plus solution particulière. Ok? Est-ce que ça vous paraît clair? C'est la partie qui vous pose le plus de soucis. Est-ce que vous êtes sûr de l'avoir comprise? C'est pas évident, hein. Donc si jamais c'est un peu flou, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Vous avez encore une fois sur le site, dans la partie cours, vous avez un autre exemple détaillé, ok, mais bon, ça revient un peu au même.
C'est la même chose qu'il faut faire à chaque fois. Voilà, bah écoutez, c'est intense, c'est cool. Et puis bah attends, et oui, il me reste une dernière question. F de 0 égale 8. Alors bon, j'avoue que moi je l'ai appelé H, eux ils l'appellent, voilà, H c'est toutes les solutions. Et du coup, ils nous demandent d'en choisir une qu'ils appellent F, telle que si je remplace le x par 0, soit égal à 8. Donc si je remplace le x par 0, voilà, je ne fais pas le calcul, ça fait 1, il me reste que C dans cette partie. Il faut calculer G de 0. G de 0, ça fait 0 parce que G, pour rappel, elle est là, avec A qui valait 20. Mais si x vaut 0, ça fait 0 fois le reste, ça fait 0. Donc C égale 8, ici. Il me resterait la condition initiale. Donc, voilà. J'ai remplacé, si on remplace le x par 0, ici, ce x là par 0 et celui-là par 0, celui-là par 0, tout ça, ça donne 0, ça donne C, et ça donne 8. Donc C égale 8. Ok? Donc c'est très facile, je vous laisse essayer de le faire. Si vous avez un souci, allez voir la correction détaillée, mais ça, c'est pas très compliqué. Ça termine souvent par la condition initiale, hein, comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Et ben voilà, on a fait le tour, on a fait à peu près tout le chapitre d'équations différentielles. Alors ce qu'on n'a pas vu, c'est les équations différentielles un peu particulières, qui ne sont pas comme d'habitude. Bon ben, c'est pas grave. Il faut commencer par ça, et après aller voir des annales qui changent. Mais si vous savez faire ça et que vous le comprenez, vous voyez, il faut pas si vous arrivez à comprendre la structure, après vous allez mieux appréhender des exos qui ne ressemblent pas à ça. Ce sera plus facile pour vous. Allez, est-ce qu'on se fait quelques primitives là pour conclure? Vous avez l'air d'être encore une petite dizaine. Je sais pas, là vous êtes en mode dead ou on peut se faire quelques primitives. Je pense que ça prendrait pas très longtemps de toute façon. Je vais aller chercher un cours. N'hésitez pas à me dire si vous êtes dead. Tac, 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 tac. Ouais, on va en faire quelques-unes. Juste au moins resituer un peu, ça nous prendra genre 10 petites minutes. Je vais vous montrer les 3 techniques principales. Et rappelez-vous, les primitives, c'est important parce que ça vous servira énormément au moment, peut-être pas dans ce chapitre-là des équadifs, mais vraiment ça vous servira au chapitre des intégrales que vous commencerez bientôt. Alors, juste pour que vous ayez une idée, comme ça je réécris pas tout. Pour calculer des primitives, alors les primitives, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Il faut savoir montrer qu'une fonction est une primitive. Alors, rappelez-vous bien que calculer une primitive, dans beaucoup de cas, vous ne saurez pas faire. Ok, si ça ne tombe pas pile poil sur la formule, ou si c'est pas de la bonne forme de la formule, qu'on va voir plus bas, on ne peut pas calculer la primitive comme ça. Dans ces cas-là, on vous la donnera. On vous dira soit grand F une primitive de petit f. Si on vous demande de vérifier que c'est une primitive, il ne faut jamais primitiver petit f. Il faudra toujours dériver la fonction grand F et montrer que ça donne petit f. Ok? Alors, j'espère que ça va. C'est la définition même d'une primitive. Si on vous la donne, ok? Si on vous dit que grand F c'est une primitive, alors faut la dériver et vérifier que vous tombez bien sur votre fonction. Alors c'est bien une primitive. N'allez surtout pas faire le sens contraire. Vérifiez qu'en intégrant, en primitivant, vous tombez sur votre primitive. Si on vous la donne, c'est qu'elle est chiante à trouver. Donc vaut mieux la dériver. Dériver, c'est tout le temps, entre guillemets, facile. Vous commencez à être des machines de dériver maintenant. Enfin, j'espère. Ok, donc ça c'est la première chose. Calculer les primitives de fonctions de référence. Bon ben, si les primitives pour vous c'est le trou noir, si c'est le trou noir, il faut commencer par là, hein, les petites fonctions d'abord. Et après, ben, quel type de primitive vous pouvez avoir? Ben, soit vous avez la formule qui s'applique directement,
Soit on vous fera changer la forme de la fonction pour pouvoir calculer une primitive, ou soit, bah, du coup, il faudra adapter un peu, rajouter un coefficient pour que la formule marche et pour pouvoir calculer la primitive. Alors, on va voir un peu de chaque. Je vais commencer par ça parce que ceux-là, c'est les plus faciles. Donc, typiquement, voilà à quoi ça ressemblerait. On vous donne ce genre de fonction et on vous dit de démontrer qu'elle peut s'écrire autrement. Donc, on donne une autre forme de la même fonction. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, cette primitive-là, elle ne fait pas partie des formules qu'on connaît. Là, on pourrait imaginer qu'il y a du U' sur U, parce qu'on a une fraction sans puissance. Donc U' sur U, ça donnerait ln de U. Alors, je vous remonte ça vite fait. On va les avoir sous les yeux aussi, parce que sinon, c'est un peu la merde. Là. Donc voici les formules. Donc la fonction de départ, elle est dans la colonne de gauche. La fonction primitivée, elle est dans la colonne de droite, enfin du milieu. Donc là, ça ressemble à ça. U' sur U. Du coup, ben, essayez de voir si... donc là, si on a ça, ça ne peut pas être avec des racines, c'est pas l'exponentielle, pas de cos, pas de puissance. Donc c'est forcément ça. Mais on n'a pas U' là-haut. On a aussi une fonction affine, donc on en est loin de U' en fait. U' c'est 1. Et au lieu d'avoir 1, on a une fonction. Donc ça, on ne sait pas faire. Ce genre de primitives-là, on ne sait pas les calculer. Du coup, on nous met la fonction sous une autre forme pour pouvoir calculer la primitive. Et là, en l'occurrence, la primitive de 2, ce serait 2x, plus k éventuellement, plus une constante. Et la primitive de ça, bah, ce serait 5 fois ln de x moins 1. Ok? Alors, du coup, étant donné qu'on prend des x supérieurs à 1, il n'y aurait pas de problème de domaine de définition. Ok, je ne détaille pas trop. Ça, c'est les primitives de fonctions de référence. Donc, c'est le savoir-faire 2. Elles sont relativement faciles. Et quand la fonction est trop complexe pour trouver une primitive, on vous fait décomposer la fonction en fonction de référence pour alors calculer l'intégrale, enfin la primitive de chaque petit bout. Ça va, non? Voilà, il y en a d'autres. Hein. Vous pouvez voir que là, bah, ils nous font trouver les A et B de telle sorte que la décomposition marche. Et ensuite, trouver les primitives. Voilà, il y en a des plus en plus complexes. Vous voyez, celle-là, c'est un gros bazar. C'est vraiment pur calculatoire, ça. Ok, et puis sinon, ben, je vais en faire quelques-unes. J'en ai noté pour que ça tombe bien et que je réfléchisse pas 4 heures. Si par exemple, je vous donne ça. Non. Quelle est la primitive de ça? Ou les primitives de ça? Alors, je vous laisse une petite minute. Essayez de vous demander quel type de situation on a là devant nous. Quel type de formule on pourrait utiliser là? Je vais faire ça. De toute façon, on verra pas les cos. Je vais pas les prendre. Hop. Hop, je vous remets juste les petites formules qui vont bien à côté. Donc là, on est dans quel cas là? Donc là, on a l'air de reconnaître celle-ci. On a une fraction, pas de puissance sur un truc, pas là, ni là. Bon, ben a priori, ouais, ça sent bon le U' sur U. Et donc là, quand on reconnaît, il faut d'abord reconnaître quel type de forme ça peut être. Alors il y a aussi les cos là que j'ai sin que j'ai pas mis parce que c'est pas au programme les fonctions trigo pour le bac blanc, donc j'en parle pas. Donc mon U ici, ce serait quoi? Ce serait x au carré plus 1. Et le U', ça devrait être quoi? Si U c'est ça, ben, ce serait 2x. Donc on a pile poil U' sur U. Donc on peut directement dire que les primitives s'écrivent ln de U. Et U ici, il vaut x au carré plus 1. Alors les primitives, donc on rajoute bien une constante qu'on pourra déterminer encore une fois avec les conditions initiales. Si on demande une primitive, prenez k égale 0, comme ça on ne s'embête pas. Alors, ici je ne mets pas de valeur absolue, vous voyez, je mets des parenthèses, ici il y a des valeurs absolues, c'est que ln, il est défini, c'est une fonction définie seulement sur
R plus étoile. C'est-à-dire qu'on peut prendre que des X positifs et non nuls. Ok? Et donc, ce qu'il y a là-dedans doit être strictement positif. Or, c'est le cas parce que 1 carré, c'est positif ou nul, plus 1, c'est strictement positif. Donc, pas de problème. Et puis, ben voilà, je vous en donne d'autres où ça marche directement. Vous avez la g de x, par exemple, 2x plus 1 exponentielle de x au carré plus x. Là, on reconnaît la forme avec l'exponentielle, pas le choix, hein, vous n'aurez jamais le choix. Si c'était la forme avec l'exponentielle, bah, le u, il vaudrait ça. Et le u', il devrait valoir quoi? Bah, 2x plus 1, la dérivée de u. Et là, on voit qu'on a directement la bonne formule, donc on peut directement conclure que la primitive, c'est exponentielle de u, donc exponentielle de x au carré plus x, plus la constante. Ok? Et donc voilà, ça c'est relativement facile. Et je vous mets maintenant des exemples où ça peut être légèrement différent. Celle-ci. Alors pareil, là, bah, pas le choix, il y a de l'exponentielle. Ça doit être de la forme u' exponentielle de u. Donc, si c'était le cas, j'ai u qui vaut ça, u' devrait valoir quoi? Il devrait valoir 3. Oh, bah sauf que moi, j'ai pas 3 exponentielle de 3x, j'ai 4. Et du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître artificiellement, entre guillemets, mais sans modifier, le 3 là qu'on a besoin, nous, ce qu'on veut, c'est ça. On aimerait bien avoir 3 exponentielles de 3x. Et ça, du coup, j'ai directement mon u' fois exponentielle de u. Nickel. Sauf que je ne peux pas rajouter le 3 comme ça. Donc je vais juste le diviser comme ça. Diviser par 3 fois 3, ça revient à rien faire. Ce que j'ai mis en vert est égal à 1. Et faire fois 1, ben, pas de problème. Donc ça ne change rien, c'est juste, c'est bien égal là. Et du coup, je vais garder seulement cette partie-là. Ok? Ça, c'est mon u' exponentielle de u. Donc la primitive me donnera exponentielle de u. Et il me restera le fois 4 tiers, bon, pas de problème, fois 4 tiers à la fin. F de x, grand F de x égale 4 tiers, le 4 tiers que j'ai pas touché là, fois exponentielle de u. Donc exponentielle de 3x, plus la constante. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez m'en soumettre une pour que vous n'arrivez pas à faire pour qu'on la regarde, je ne sais pas. N'hésitez pas, hein. Je vous en fais encore, je vois que vous êtes encore un peu là. Allez, j'en fais une petite dernière. Si vous en avez une en particulier que vous aimeriez que je voie, n'hésitez pas à me dire. Je l'appelais G. Laquelle on n'a pas fait encore? On n'a pas fait avec des puissances, tiens. Je vais vous faire celle-ci. Quelle est la primitive de cette fonction? Donc là, pareil, il faut reprendre le petit tableau. Ici, donc là, on est de quelle forme? On a une racine, donc pas le choix, c'est celle-ci là. Là, pas de doute, hein, donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on serait... Non, qu'est-ce que je raconte? On n'est pas du tout en racine, voilà, c'est moi qui suis fatigué là. Je sais pas si vous êtes aussi fatigué que moi, et dis donc, je vais pas tarder à m'arrêter parce que si je vois plus net. Non, on est effectivement dans le cas où on a une puissance. Et la seule formule où il y a une puissance, c'est celle-ci. Alors, je mentionne pour ceux qui sont éventuellement pas dans ma classe, vous avez peut-être vu la formule u' sur u puissance n. Celle-là, moi, je ne la fais pas apprendre. Je demande aux élèves de la considérer comme ça. Ok, ça par les règles de puissance. On peut changer le signe de la puissance. Faites-le avec des puissances de 10. On s'en rend bien compte. Et donc, on applique la première ici avec n qui vaut moins n. Ok, donc ça fait la même chose. Ici, j'aurai moins n et ici, j'aurai moins n. Voilà. Ça évite d'apprendre une autre formule un peu complexe, un peu galère à retenir. Bon, bref. On va pas la voir là tout de suite. De toute façon, là, on est vraiment sur celle ici. Donc, u', c'est de la forme du coup u', u puissance n. Si c'était le cas, u vaudrait combien?
ben, ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc le U', ce serait cette dérivée, donc moins 2. Et le N ici, il vaudrait 4. Ok? Donc sauf que nous, on observe qu'on n'a pas ça. Il faudrait que je modifie légèrement la fonction. Il faudrait que, pour que ça marche, il faudrait que j'ai mon U' devant. Ok, je vous la remets là, U' U puissance N. Là, pour l'instant, j'ai que U puissance N, il me manque le U'. Donc je vais le faire apparaître là, mon moins 2. Alors, je vais le mettre en couleur pour rester cohérent. Moins 2, là, je suis bien content de l'avoir. Moins 2, moins 2x plus 1 puissance 4. Ok? Ben, là, ça y est, j'ai U' fois U puissance N. Donc là, je peux trouver directement, appliquer ma formule et trouver la primitive. Sauf que du coup, le moins 2, j'ai pas le droit de le faire apparaître comme ça. Il faut quand même le diviser là. Pareil, un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Donc, ici, pas de souci, je change rien. Et là, pareil que tout à l'heure, je vais garder juste cette portion-là. Ça, c'est bien, comme je disais, mon U' U puissance N. Du coup, ben, la primitive va donner, on augmente la puissance et on divise par la puissance, okay, comme avec les x puissance n. Et donc, mon grand G, ma primitive, va donner, ben, là, le moins 2 qui est en dessous, c'est moins 1,5, fois, du coup, ça. Donc, le U, il vaut moins 2x plus 1 puissance n plus 1, donc n il vaut 4, donc puissance 5, sur la même puissance, 5. Donc, si on simplifie le 1,5 et le 5, ça fait moins 1 dixième de moins 2x plus 1 puissance 5. Alors, plus k, on n'oublie pas, avec k, une constante. Voilà. Si vous fonctionnez de cette manière, bon, je suis allé un peu vite, mais si vous fonctionnez de cette manière, vous pouvez jamais rater. Vous avez vu, j'ai essayé de le faire tout le temps de la même façon, de raisonner de la même façon. Je vous conseille de trouver une méthode qui vous convienne. Voilà, la mienne, je trouve que bon, ben, elle est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, moi, elle me paraît facile à utiliser. Il faut tout le temps identifier quel type de formule vous avez parmi tout ça. Et puis, ben, définir ce que vaudrait votre U, le U' qui correspond. Si vous avez directement la bonne chose, ben, vous pouvez tout de suite appliquer la formule. S'il vous manque un coefficient, ben, vous le rajoutez et vous faites fois lui-même divisé. Fois divisé par ce nombre. Ou divisé fois, c'est pareil. Mais voilà, vous le faites apparaître en haut et en bas à chaque fois. Comme ça ne change rien et vous gardez que celui que vous avez besoin. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions là. Vous n'avez pas bien l'air d'en avoir. Du coup, ben, j'en profite pour vous dire que... Donc on va s'arrêter là. Hein. J'en profite pour vous dire que du coup, on en fera un dernier de préparation au bac blanc de la semaine prochaine. Mercredi à la même heure. Donc mercredi 16h. On fera un dernier live où là, ben écoutez, je vous laisserai venir avec des questions. Voilà, moi je viendrai peut-être avec quelques vrais faux, des trucs comme ça aussi, pour le temps que vous arriviez, que vous commenciez à poser des questions. Si je vois que vous êtes moyen chaud de poser des questions, bah tant pis, hein, on fera un live très court. S'il n'y a pas de questions, c'est que c'est tout clair pour vous. Donc voilà, mais prenez-le, disons, si vous avez fait des révisions la veille de passer votre bac blanc, bah, s'il vous reste un petit doute ou quoi, vous voulez revoir un petit truc, on peut pas refaire un petit truc comme ça, un truc comme ça, je sais pas, moi j'en sais rien, ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas. Et pour que ce soit plus simple, même si vous voulez pas forcément me poser la question dans le chat directement, parce que vous pouvez pas envoyer d'image dans le chat, vous pouvez m'envoyer sur Instagram en avance, donc avant mercredi 16h, vous pouvez m'envoyer une photo de quelque chose que vous aimeriez revoir, une question précise, hein, dites-moi pas j'aimerais revoir le chapitre des limites, c'est trop vague, donnez-moi une question en particulier, une limite en particulier ou deux par exemple, et puis on revoit ça.
Ok? Si vous me les donnez en avance, vous pouvez m'envoyer une photo sur la page Instagram là, qui est le même compte que Twitch. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose, que j'ai pas parlé dans le vide, que du coup bah, ça vous a rendu les équadifs un peu plus clairs. N'hésitez pas à regarder le replay s'il y a des trucs qui vous ont moins paru clairs, si vous avez besoin de revoir quelque chose. N'hésitez pas à vous faire une fiche mémo aussi à partir de tout ça. Et puis voilà, vous devriez être pas mal normalement, hein. Là, on a fait un bon récap. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Bonne soirée à tous. Bon courage pour le début de semaine. Et puis, bah voilà. On se dit à mercredi. N'hésitez pas à communiquer avec moi encore une fois par Insta si vous avez des demandes particulières. Et puis voilà. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.